Puisque l'université n'en parle pas, l'identification et la définition de la psychohistoire peut être certainement procurée par Wikipédia. Cette encyclopédie donne deux résultats à la question de la nature de la psychohistoire. Le premier est une définition très circonscrite, très étroite et bornée à la définition de l'histoire de l'enfance et notamment de l'histoire traumatique de l'enfance, laquelle expliquerait les émotions de la psychologie collective. Cette page est constituée par un institut de psychohistoire basé à New York qui est l'auteur de la page et qui présente ainsi sa propre définition de la psychohistoire, mais évidemment elle est juge et partie. La deuxième référence que rend Wikipédia fait appel à quelque chose qui est hors de cette circonscription de l'histoire traumatique de l'enfance. Il s'agit de la science-fiction. Le deuxième renvoi, la deuxième définition de la psychohistoire, c'est un concept de science-fiction qui a été écrit, théorisé, enfin mis en roman, ou qui a occupé le roman, motivé les romans de Isaac Asimov comme intelligence artificielle. Or, Isaac Asimov, ce grand auteur, a produit ces 5 œuvres sur la psychohistoire sous l'influence de son éditeur, Campbell. Et Campbell était, si on peut dire, est reconnu comme le chef d'orchestre un petit peu de la psychohistoire au XXe siècle aux États-Unis, avec d'autres auteurs comme Vogt, comme un grand nombre d'autres. Et le Campbell exigeait que ces auteurs fussent premièrement des scientifiques, ou du moins qu'ils écrivent des romans qui fussent des prévision scientifique. Or, le terme de prévision scientifique est un terme redoublé qui veut dire très exactement science. Alors, pourquoi est-ce que ces prévisions scientifiques sont-elles restées du domaine de la fiction? En partie parce que, ou certainement parce que Campbell était aussi promoteur ou était organisé son orchestration avec une idéologie culturelle qui a probablement participé au fait que l'on ait refoulé l'intégration de ces prévisions scientifiques dans le cadre, dans l'ordre d'une science effective. Ce refoulement, au demeurant, se trouve aussi, puisque là nous avons les deux termes, les deux définitions données par Wikipédia, mais il en existe une troisième qui n'est pas dans Wikipédia et qui appuie cette idée d'un refoulement possible. C'est par exemple l'existence d'une société française de psychohistoire. J'en atteste, j'en étais le vice-président et je sais qu'il y avait d'autres sociétés à l'époque dans différents pays et qui était connu d'ailleurs par l'Institut new-yorkais. Et surtout, puisque ces sociétés françaises de psychohistoire et autres n'ont pas duré longtemps, étaient souvent sujettes à disparaître ou à tourner à l'occultisme, surtout nous avons le psychohistorien, enfin l'historien Karl Lamprecht, qui atteste certainement de l'existence d'une psychohistoire à l'université. Lamprecht était universitaire germain avant 1900, il a voyagé à New York, donc l'Institut aurait bien dû le savoir, et actuellement sa mémoire est tout à fait conservée dans les universités asiatiques. Par conséquent, il est manifeste qu'un refoulement ici dans ce domaine a été opéré
par enfin, en tout cas par l'Institut new-yorkais, et ceci fait, ces trois définitions, ou ces trois indications de l'existence de la psychohistoire, prêtent donc maintenant à reconnaître que l'Institut est finalement peut être reconnu comme ce qui n'est pas scientifique, ou disons la thèse de la psychohistoire de l'enfance n'est pas scientifique, et ce n'est pas étonnant, il ne faut pas s'en affecter ou s'en outrager, parce que c'est quelque chose qui est bien connu, c'est un phénomène qui était bien connu dans l'histoire de la psychanalyse, parce que la psychanalyse, elle aussi s'est mise en doute elle-même au début de son histoire, lorsque il a fallu qu'elle décide de la réalité ou non des phénomènes de sexualité infantile et d'éventuellement de séduction infantile et de trauma. Donc nous avons ici à New York une répétition de ce phénomène connu d'inhibition ou d'errance, si on peut dire, de l'histoire du psychisme qui avait déjà eu lieu avec la psychanalyse et qui est répétée maintenant avec cette psychohistoire. Nous pouvons donc, maintenant que nous avons identifié comme ça un symptôme, nous pouvons donc finalement rassembler l'ensemble dans une psychohistoire, dans un système beaucoup plus complet, d'autant que si nous reconnaissons ici qu'il y avait donc un art de la mémoire, c'est-à-dire quelque chose qui recensait des éléments historiques, qui n'étaient pas quelque chose d'émotionnel, mais quelque chose de linguistique. Ici, nous avons l'émotionnel, et là, nous avons les termes linguistiques de l'université d'histoire. Et nous savons que lorsque l'art de la mémoire est couplé à des mathèmes, nous obtenons quelque chose qui s'appelle le pluriel analytique, c'est-à-dire un état particulier d'analyse de la psychologie collective. Or, la mathématique était décrite par Isaac Asimov comme étant l'essentiel de la psychohistoire, et nous avons aujourd'hui effectivement les mathèmes de Jacques Lacan qui permettent de réaliser ce pluriel analytique. Il reste donc à présent à identifier plus précisément la signification du symptôme. Nous le trouvons dans la comparaison ou dans l'enseignement, l'instruction que nous donne l'observation de l'art de la mémoire quand il est privé de l'apport des mathématiques. Avant que l'intelligence artificielle ou les mathèmes n'ait pu subvenir ou seconder l'art de la mémoire, on sait qu'il dérive naturellement dans une mnémotechnique. Et on retrouve donc un phénomène semblable, donc on peut se servir de cette comparaison pour prendre acte là que sur le système global du pluriel analytique, nous avons l'histoire individuelle qui peut être identifiée à ce qu'on appelle une paédomorphose. Et cette paédomorphose est une histoire de l'éducation de l'enfance qui se voit en comparaison dans la formule que offre l'Institut, se voit dégradée par l'Institut, enfin dans l'Institut, on peut l'appeler en une paédotechnique, en comparant avec l'insuffisance de l'art de la mémoire qui devient une mnémotechnique. La théorie de l'Institut a donné une paédotechnique, d'ailleurs parce que, comme on le voit, elle avait ignoré
la mathématisation et l'apport mathématique de la science-fiction, de même que sans apport mathématique, la mnémotechnique se manifeste à l'issue de l'art de la mémoire. Donc voilà ici la païdomorphose, c'est, pour finir, hein, je le précise, la païdomorphose s'inscrit en effet dans une organisation de mathème, et donc de la sexualité et du complexe d'Oedipe, ce qui est autre chose que simplement de faire un constat de traumatisme euh, objectif ou illusoire. Donc voici un tableau de la psychanalyse contemporaine et de l'aventure qu'elle constitue.